Bonjour, je suis Clémentine Gallet et vous êtes bien chez Bliss Stories, le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Et si les histoires de maternité ont encore de beaux jours devant elles, chez Bliss, on aime aussi faire des pas de côté pour partir explorer d'autres territoires de nos vies de femmes. Alors désormais, ici, sans calendrier précis, nous vous proposerons d'autres témoignages qui seront réunis sous le nom de Women's Stories. On avait commencé l'an dernier par la collection Break Up avec des témoignages de séparation et de reconstruction familiale. Et comme vous aviez adoré ces épisodes, vous allez pouvoir en découvrir des nouveaux. Mais on a aussi décidé d'enrichir cette collection avec d'autres récits qui racontent autre chose que la grossesse et l'accouchement, mais toujours des trajectoires de femmes et de mères puissantes et inspirantes. Leurs voix sont celles de vos copines, de vos collègues, de vos sœurs, de vos mères et peut-être même la vôtre. Ces voix, elles ont tout en commun de nous aider à y voir plus clair et à avancer même quand on manque de repères. Une fois de plus, il s'agit de rompre le silence, d'écouter avec le cœur, de s'informer sans juger et de s'inspirer d'histoires intimes et personnelles à la portée universelle. Alors bienvenue dans toutes ces autres facettes de nos vies de femmes, dans lesquelles piocher force, résilience et confiance. Bienvenue chez Bliss, Women's Stories. Dans notre capsule Women's Stories, on prend le temps de tendre le micro aux femmes qu'on n'entend jamais ailleurs, celles qui ne rentrent pas dans les cases, celles qui ont un message fort à faire passer, celles qui ont envie de nous transmettre un peu de ce qu'elles traversent, celles qui osent, celles qui font différemment, celles qui bougent les lignes, chacune à leur manière. Émilie est un peu toutes ces femmes à la fois. Ancienne actrice porno, elle produit et réalise aujourd'hui ses propres films pour adultes, tout en étant infirmière et en élevant seule ses deux petites filles de 3 et 2 ans, oui, vous avez bien entendu, et en menant de front son combat politique pour une vraie considération des actrices dans le milieu du X et protéger au mieux celles qui parmi elles sont mamans. Parce que la vérité, c'est qu'Émilie vit tous les jours dans la peur qu'on puisse un jour lui enlever ses enfants, au prétexte que son passé n'est pas moral aux yeux de certains, et qu'une femme à la si petite vertu ne pourrait pas décemment être une bonne maman. Alors tous les jours, elle se bat pour faire entendre ses droits, et moi je suis très fière de l'avoir reçue à mon micro parce qu'elle est bien la preuve qu'on peut tout faire à la fois, accoucher de 2 enfants en 1 an, se séparer, avoir 2 métiers, reprendre ses études, déménager, monter sa boîte, crier haut et fort ses engagements et aimer s'envoyer en l'air avec plusieurs partenaires et dans toutes les positions, merci bien. Dans cet épisode qui pourrait bien vous donner une toute autre image de l'industrie du porno, vous entendrez une femme incroyablement forte et terriblement touchante qui s'est laissée guider par son instinct, sa chance et ses désirs, une maman sola qui pour élever ses 2 petites filles a dû faire quelques concessions, mais qui met tout en œuvre pour qu'une fois grande, France et Diane soient super fiers de leur mère. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci d'être là. Tu es une femme aux multiples facettes. Tu as eu plusieurs vies en une déjà, alors que tu n'es pas si vieille. Donc voilà, on va décortiquer tout ça. Mais je vais te demander, pour commencer, de me faire une petite présentation. Chez Bliss, c'est la tradition. Donc, je vais te demander ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Je m'appelle Émilie Delaunay, j'ai 39 ans. Je viens de Bordeaux. Je suis à la fois infirmière, à la fois productrice et réalisatrice de films pour adultes. Et ma famille, c'est France, Diane et moi. C'est ça, tes 2 filles. Oui. France et Diane, qui ont quel âge aujourd'hui ? Bientôt 3 ans et bientôt 2 ans. Voilà, on est sur... On est dans le mal. une paire extrêmement rapprochée. Oui. On est sur un enchaînement de bébés. Voilà. Exactement. Et donc, ça fait 3 ans que tu ne dors pas. C'est à peu près ça. Oui. C'est à peu près ça. Et pourtant, tu es fraîche comme la rosée du matin. Donc, vraiment, bravo pour ça. Comment tu en es arrivée là ? De quelle famille tu viens, toi, déjà ? T'es bordelaise de souche ? Tu es née là-bas ? Non, pas de souche. Non. Mes parents se sont rencontrés dans le sud-ouest et ils ont pas mal bougé en France. Et le destin a fait qu'on a à nouveau atterri à Bordeaux. J'avais une 15aine d'années, donc j'en ai fait mon fief, quoi. Oui, d'accord. C'est là que j'ai eu mon adolescence, mes premiers émois, mes premières aventures. Ouais. Donc c'est ma ville de cœur, ouais, c'est là où je me sens à la maison. Ok. T'as une famille avec des parents toujours ensemble, des frères et sœurs Mes parents se sont séparés en 94. J'avais 9 ans, mon frère en avait 5 et ma sœur en avait 11.
Ok, donc toi, t'es l'enfant du milieu. Ouais, mais depuis, il y en a eu 3 autres qui sont arrivés. Ah ouais, ok. Ouais. Ma mère a refait une fille de son côté bien plus tard. Et mon père a eu 2 enfants avec son épouse. C'est beau. C'est beau, tout le monde s'entend bien? Tout le monde s'entend bien, ouais. Et toi, donc, tu es l'enfant du milieu de cette première fratrie? De la première fournée, c'est comme ça qu'on dit, première, nous. La fournée d'essai, on appelle ça. C'est pas mal. C'est Et ça. t'as quel lien avec tes frères et sœurs? Mon petit frère est décédé récemment. Ah, Donc voilà. Ok, Et ma grande sœur, on n'a jamais été proches. d'accord. Dès qu'on a quitté la maison, on n'a pas ressenti le besoin de rester en contact. D'accord. Donc je suis beaucoup plus proche de mes demi-frères et sœurs, mais chez nous, Ah ouais. on verbalisera jamais le demi. Donc les 3 derniers avec qui j'ai énormément d'écart, puisque ma dernière sœur aînée, j'avais 17 ans. Donc t'étais presque une petite J'avais maman. quitté la maison déjà. J'ai jamais vécu avec elle. Ouais. Et pourtant, des liens très on forts est se sont très tissés. soudés. Ok. Et même la fille de ma mère est très proche des enfants de mon père, alors qu'en soi, ils n'ont pas de... Le lien, c'est moi. Ouais. Je les ai emmenés en vacances, les 3 avec moi déjà. Ah, mais c'est génial. On essaye de passer du temps ensemble, de faire des anniversaires, des gros week-ends à la maison. L'avantage d'être la grande sœur adulte qui gagne sa vie, c'est que je peux organiser des trucs sympas. Ils doivent adorer. Les faire conduire, les sortir en boîte, les emmener à des concerts. Ah, mais c'est tellement parfait. On aurait tous rêvé d'avoir une grande sœur de 20 ans, 25 ans. C'est vrai qu'on est très soudés les 4, ouais. Ah, Et encore plus depuis le décès de mon frère, parce que bon, il faisait quand même partie de la bande. J'imagine. On est proches, ouais. Et alors, c'est marrant parce que quand je te demande depuis quand tu es à Bordeaux, tu me parles tout de suite de tes premiers émois. C'est-à-dire que cette ville, elle est reliée à la découverte de l'amour ou de ta vie sexuelle? Ah oui, mais je pense que ma vie, elle est jalonnée d'expériences. Ouais. Que là, par exemple, on est rue du Cherche-Midi et ça me fait marrer parce que j'ai rencontré mon ex-mari dans cette rue. Ah, c'est Donc, marrant. moi, je jalonne beaucoup les choses au souvenir de contact des gens. Je vais pas forcément me rappeler, tiens, là, j'ai fait un shooting. Par contre, je vais me rappeler, là, j'étais amoureuse, là, j'ai été embrassée, là, j'ai été collée contre cette porte cochère. Ah mon Dieu, celle-ci même. C'est plutôt ça, ouais. C'est plutôt... Et alors, tu dirais que c'est quoi le premier jalon important de ta vie de femme, justement, d'aussi loin que tu t'en souviennes? Mais je vais dire que c'est la pornographie. C'est d'être devenue actrice porno, ouais. Avant ça, je n'avais pas la main sur ma vie de femme. Je me sentais pas femme. J'étais pas de ces jeunes filles qui lisent Jeune et Jolie, qui attendent qu'on les embrasse et qui se maquillent. C'est-à-dire, t'étais quel genre de jeune fille? J'étais la copine, quoi. J'étais la pote. J'étudiais pas trop mal, mais j'aimais beaucoup la techno. Ouais. Et plus, voilà, celle qui va toujours être là à 5h du mat, pas de souci. On va faire une connerie, pas de souci. Mais pas celle qu'on regarde avec les yeux qui brillent. Mes copains m'ont jamais trouvée jolie, m'ont jamais désirée. Avant de faire du porno, de séduction aux âges où on peut la développer, c'est-à-dire l'adolescence. Pas du tout. Non. J'étais pas intéressée. T'étais pas là-dedans. Non, pas d'appétence particulière pour la sexualité non plus. Ouais. Voilà, je me masturbais beaucoup, mais sans que ce soit du sexe dans ma tête. Ok. Et à la maison, on parlait de ces sujets-là? C'était présent? Est-ce que... mon père a enfilé une capote une fois sur le manche d'une brosse pour nous montrer. Ah ouais, quand même. Ouais, on était petits. Quelques années plus tard, d'ailleurs, il a trouvé un préservatif qu'on m'avait donné au collège dans ma valise pour partir en colo. J'en ai pris plein la tronche. Là, ça marchait plus du tout. Ah ouais. Là, j'avais 14 ans. Non, ça a été l'horreur. Mais non, on n'en parlait pas parce que je pense qu'il l'a compris. Je pense que mes parents savaient que, en tout cas pour moi, j'étais pas là-dedans. T'étais pas là-dedans. Du tout. Et ton premier rapport sexuel? 17 ans. Quelqu'un que t'avais des capotes épousé. à 14 ans, mais premier rapport à 17 ans. Ouais. Quelqu'un que t'as épousé. Ouais. On est restés ensemble quelques années, on s'est mariés. Je suis devenue actrice, j'étais mariée avec lui. Alors justement, comment le porno est arrivé dans ta vie? Toi qui n'étais pas spécialement sexualisée, sexuelle, intéressée par ça? C'est vraiment paradoxal parce que je dansais en club. Je remuais du cul comme personne. Et pour autant, j'ai pas de souvenir d'avoir une vie sexuelle à l'époque. Je sais qu'avec mon mari, c'était pas le cœur de la relation, quoi. Tu t'es mariée à quel âge, du coup? À 18 ans. À 18 ans? Ouais. Dès que j'ai eu l'âge, on savait, on voulait se marier. T'as commencé à bosser tôt? Ouais. Ok. Mais pas du tout dans le secteur pas du tout. Non, porno. Je bossais dans les bars, j'ai dansé dans une revue, j'ai donné des cours de salsa, de bachata, je servais des burritos. Le jour de mes 18 ans, je travaillais et j'ai dit à tout le monde que c'était mes 20 ans. Parce
Parce que ça faisait pratiquement 2 ans que je bossais dans le bar, donc... Bah ouais. Donc, ouais, mais... C'est un accélérateur de vie, hein, la vie nocturne, quand tu bosses. Ouais, la vie nuit. professionnelle, quoi. Ouais. Et très tôt, c'était, tiens, tous les mardis, je suis bunny au Pollux, ça fait tant. Tous les jeudis, je fais tel passage gogo dans telle boîte, ça fait tant. Si je fais le début de soirée à l'atelier Haute Chaux de 22h à 2h, bam, bam, c'est bon, je peux payer mon loyer. Je me gérais comme ça, quoi. Ok. Donc, déjà, ton corps était ton outil de travail, puisque si tu dansais et que tu faisais bunny et des revues, c'était quand même déjà ça. Ouais, mais pour moi, c'était du spectacle. Comme mon premier porno, en fait. J'avais l'impression de me mettre en scène et de faire du spectacle. J'avais pas du tout l'impression de donner mon intimité à quelqu'un qui pouvait, lui, ressentir du désir pour moi ou moi pour lui. J'étais pas du tout dans ce mood-là. Et alors, il arrive dans quel contexte, ce premier porno, justement ? Je travaillais dans un peep show. C'est-à-dire, quand j'ai été majeure, il y avait une des danseuses de la revue qui dit nous, quand on n'est pas en spectacle, on ne gagnait pas nos vies. On répétait, mais on ne gagnait pas nos vies. Et elle me disait moi, je fais du peep show. Donc, elle est derrière la vitre, là, elle danse, machin et tout. Et je lui dis, trop bien. Et les mecs te touchent pas, c'est cool. Ouais, carrément. Et moi, je voyais vraiment ça comme du spectacle, quoi. Tu mets ta musique, machin, tu fais ton truc. J'étais trop cool. Et le jour de mes 18 ans, je me suis présentée. Et le patron, il m'a vu arriver, il m'a dit, oh là là. Non, t'es une gamine. Je lui dis, ça va, je suis majeure, on s'en fout. Et il me dit, il te faut des godes. Je lui dis, quoi? Il m'a expliqué les shows, numéro 1, numéro 2. Voilà, tu restes dans ta loge, on te sonne à l'interphone. T'as un show numéro bidule. Tu descendais à une échelle, là, dans le sol. Et t'arrivais dans un truc plein de vitres. Et t'ouvrais le rideau de la cabine en question. Et le mec était là. Et en vrai, j'ai trouvé ça hyper cool que des hommes se masturbent sur moi. Et ça a déclenché quand même certaines choses où j'aimais bien les regarder dans les yeux et analyser ce qui se passait chez eux. Mais c'était plus... Sans contact. Non, il y a une vitre. Bah ouais. Il y a un petit écart comme ça en haut, s'ils veulent ta culotte ou te lancer un billet ou quoi. Et un jour, j'ai un homme qui s'est agrippé et qui m'a craché dessus. J'ai pris l'extincteur et je l'ai gazé dans sa cabine. Très bien. Très bonne réaction. Je l'ai gazé en retour. Mais j'avais pas le sentiment ni de faire quelque chose de mal, ni de faire quelque chose de sale, ni de m'exposer. Parce que moi, ça me gênait pas, quoi. Et en fait, moi, si moi, ça me va, ça devrait aller à tout le monde. Ton mari, il prenait ça comment ? Il s'en foutait tellement. Il s'en foutait. Il était fier ? Non, je pense pas qu'il était fier, mais en tout cas, il avait pas honte de moi. Il a jamais eu honte de moi. On est divorcés depuis 2006. 20 ans après... vous êtes en super bon terme. En super bon terme. Ok. Donc, toi, tu commences en peep show et de ce peep show a découlé des propositions, c'est ça ? En fait, il y avait un couple d'acteurs et d'actrices qui venaient se produire en duo certains soirs et je suis allée voir. La curiosité de voir des gens faire l'amour, quoi. C'est assez fou de pouvoir assister à cette intimité, c'est un privilège, quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais aucun privilège, que clairement, ils faisaient un spectacle et que certes, il y avait pénétration, mais on n'était pas dans quelque chose de privé. Ça m'a pas excité du tout. Je voyais leurs petits trucs techniques, leurs petits regards, la petite main qui se déplace et j'ai vraiment senti qu'ils étaient en train de bosser, quoi. Et qu'elle était très belle, mais qu'elle était en train de bosser avec son mari et que ça devait sûrement être très différent à la maison. Et après leur spectacle, on est allé boire un coup et il m'a dit, mais carrément, tu pourrais faire des photos, tu pourrais faire plein de trucs. Lui, c'était un acteur déjà bien installé en Europe. Elle était tchèque. C'était un peu des superstars à l'époque. Et il m'a fait quelques photos qu'il a envoyées à 2-3 contacts. Et Hot Vidéo est venu me faire un shooting. D'accord. Alors, Hot Vidéo qui est un magazine. C'était le magazine. Le magazine. Maintenant, c'est plus du tout ça. Mais à l'époque, c'était le must du must. Mais je connaissais pas, moi. J'avais jamais regardé un porno de ma vie. Je connaissais le nom de Clara Morgan comme je peux connaître Cyril Lignac pour la cuisine, quoi. Est-ce que pour autant, j'ai acheté les bouquins et les DVD de Cyril Lignac ? Pas du tout. Donc... j'avais jamais regardé. Même quand tu t'es mise au peep show et tout ça, tu regardais pas de porno. Non. Je voyais les covers dans le magasin quand je traversais. Je trouvais ça drôle et gênant et burlesque et pas sexy tout. Mais je savais pas encore ce que je trouvais moi sexy. Donc tout ça, ça se passe à Bordeaux, le peep show. Ils viennent me faire un shooting. Ils viennent, J'ai la page centrale du magazine et quand il sort, j'ai Dorcel qui me contacte. Tu veux pas tourner pour nous ? On fait un film. Je dis oui, trop. Et je me retrouve de manière très simple, avec un rôle mineur dans un film à plusieurs, et c'était super. Donc finalement, toi qui n'avais jamais regardé de porno, tu te retrouves là, actrice dans un film porno. Donc tu n'as pas les codes. Tu ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un énorme film en plus, mais je ne me rends pas compte à l'époque.
Il y a les 15 méga stars du moment. Le réalisateur, c'est encore le meilleur des 20 dernières années. Hein. Et moi, j'arrive, on m'habille, on me maquille, il me fait prendre des positions. Il me dit des choses qu'on dirait pas aujourd'hui. Ouh là là, tes seins, là, ça se casse la gueule, on va les cacher. Si tu les refaisais, tu ferais carrière. Aujourd'hui, on pourrait plus dire ça. Et à l'époque, j'avais 18 ans et demi, 19 ans. Et ça m'a pas choquée. J'ai dit, ah oui, d'accord, on va les cacher alors. Ah ouais, il se casse un peu la gueule. C'est vrai, ça se casse la gueule. Ok. Et voilà, je fais une scène avec un acteur. À un moment donné, il me passe dans la salle à manger du lieu. Et il y avait une terrasse où il y avait tout le monde. Et il me dit, choisis le mec avec qui tu veux faire ta scène. De toute façon, il y aura tout le monde. C'est une grosse partouze. Toi, tu as un partenaire sur un canapé, dans votre coin. Quand je viens sur vous, vous le faites pour de vrai. Quand je me lève, vous le faites pour de faux. J'ai dit, ok. Et donc, j'ai demandé aux filles, je prends qui. Alors, chacune avait son petit point de vue. Ouais. Et là, on me donne l'info que, lui, il est super, il a qu'une couille. Je dis, oh, je veux voir ça. Génial. Et donc, j'ai choisi celui-là. Et c'était très cool. Il était très gentil, très doux. Ouais. Il a bien compris que je savais pas du tout comment me mettre. J'étais un peu perdue. Que j'essayais d'être à l'aise, mais que j'étais un peu tendue. Et en fait, il a été super. Il a pris soin de moi toute la scène, même si, encore une fois, il n'était pas question ni d'orgasme, ni rien du tout. Je l'ai pas du tout aidé à avoir une érection. Oui. Je me suis même pas posé la question s'il allait avoir une érection ou pas, clairement. On m'a mis dans la position, il est arrivé là, pac. C'était rigolo. Quand on n'était plus sur nous, on se marrait. C'était sympa, quoi. Et en sortant de là, qu'est-ce que tu t'es dit ? Trop cool. Mais trop cool parce que c'était l'expérience humaine. La scène, au final, c'est une anecdote d'1 heure, 1 heure et demie, sur 4 jours, dans un domaine de dingue, avec des gens incroyables, à la fois complètement fous, à la fois très humains, très gentils les uns avec les autres. Moi, je suis arrivée... Il y a beaucoup de bienveillance dans ce milieu. Oui. Ouais. Je suis arrivée, il y avait une espèce de descente pour aller vers une porte où il y avait le make-up et le vestiaire, tout ça. Et comme j'attendais, je savais pas trop où aller, j'étais assise sur le muret, j'enchaînais les cigarettes. Et là, il y a une nana qui arrive, en robe, quoi, une petite robe d'été, qui pose son pied comme ça et me fait « Du coup, t'es la nouvelle moule du business ?» Parce que sur la page centrale, c'était marqué « La nouvelle moule du business ». Et là, je la regarde et je vois en fait qu'elle est nue et qu'elle a la ficelle de son Tampax. Et elle me parle comme ça « Ah, moi, c'est Alison, nanana. » Ah ouais, je me dis, toute détente. Ouais, hyper vulgos, mais vulgos intellectuel, vulgos assumé, qui interpelle les gens. Et au moment du action, je l'ai vue avec ses partenaires. Et je me suis dit, mais elle est d'un érotisme. C'est fou qu'elle puisse être aussi excitante. Alors qu'il y a 1 heure, elle buvait une pinte cul sec. Elle rigole comme une poissonnière. Et elle a déjà cassé 2 lampes dans le château. Et elle est insupportable. Elle est là avec sa ficelle de tampon à invectiver tout le monde. Mais on dit action et elle est merveilleuse. Je me suis dit, mais quelle femme. C'est une déesse, quoi. Ça t'a plu, ça ? Ah oui, j'ai adoré les gens. Ouais. Vraiment, j'ai adoré les gens. On a passé des heures à discuter, à raconter. Les gens racontent leur parcours et s'entraident et se disent, tiens, mais t'es pas sur le prochain truc, mais attends, je vais l'appeler. Parce que oui, non, mais la pension alimentaire de mes gosses, j'ai changé d'appart. Et vraiment, tout le monde est dans une intimité il y a quelque de corps chose, bien sûr. et d'échanges. Ouais. Humains, et puis quoi. l'ambiance, quoi. C'est rock'n'roll. C'est rock'n'roll. Franchement, c'est rock'n'roll. Émilie, j'ai une question cruciale. Comment on choisit son nickname de film porno ? Parce que donc, dans l'industrie des films pour adultes, tu ne t'appelles pas Émilie. Non. Tu t'appelles Lisa Del Sierra. Lisa Del Sierra. Alors, comment est venu ce nom, ce pseudo, et à quel moment ? Pour le shooting de Hot Vidéo, on me demande d'avoir un prénom et un nom de famille. Moi, j'avais un prénom, j'avais Lisa, qui avait été choisie à la revue où je dansais. D'accord. Donc, après un certain temps, tout le monde propose un nom pour toi et en gros, t'en tires un peu au hasard. Enfin, moi, j'avais choisi de le tirer au hasard, mais sinon, tu peux le confier à la personne dont t'es la plus proche dans la troupe, de choisir ton pseudonyme. Enfin, c'est un truc un peu plus incarné. Et donc, j'avais Lisa, et ils me disent, il te faut absolument un nom de famille. J'ai dit, ah là là, mais je sais pas. Et donc, on passe un peu la journée là-dessus avec le photographe et le journaliste et la maquilleuse. Et on finit au Ricard à 17h à se trouver des noms improbables. Donc, on était un peu sur Lisa Azul, parce que j'avais les yeux bleus, et un truc un peu latino, parce qu'à l'époque, j'étais très, très brune. J'avais les cheveux très longs, et j'avais une cambrure... j'ai toujours d'ailleurs, hein, ça s'efface pas, mais bon, voilà, j'avais un physique un peu méditerranéen. On est passé par plein de trucs jusqu'à Del Sierra, où on s'est dit oui. Ça sonne bien. Ouais. Allez, disons que je suis une Portugaise ou une Colombienne. Le porno n'était pas mondialisé, et moi, j'avais aucune idée que j'allais porter ce nom pendant 20 ans, quoi. C'est ouf.
Vraiment, les filles qui débutent, réfléchissez bien à vos pseudos. Moi, j'ai vu des filles arriver avec des pseudos incroyables où je me suis dit, putain, elle a un super nom, elle. Chier. Mais il est trop bien ton pseudo. Ouais, il est bien, Ah mais oui. bon. Si je l'avais mieux réfléchi, j'aurais pris quelque chose facile à googler, donc pas de Z. Ah oui. Déjà, parce qu'on l'écrit des fois avec un S et tout, enfin, c'est une Ouais, cata. ouais. C'est Et Lisa avec un Z. facile à dire en anglais et dans toutes les langues. Parce que Del Sierra, au fin fond de la Roumanie, tout le monde ne sait pas forcément. C'est vrai, on pense pas assez Ouais, souvent à un ça. truc Oui, plus mais mondialisé. Comme tu dis, tu ne pensais pas du tout Pas du tout. que tu allais devenir mondial. Au secours. Ok, donc c'était vraiment une première expérience fondatrice. Parce que ça aurait pu être un fiasco, mais ça a été transformatif presque. Ouais, c'était... tiens, je suis là où je dois être, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bon, j'ai trouvé mes pairs, des gens que je comprends, des gens qui m'amusent, des gens qui jugent pas que je viens de coucher avec un garçon que je connais pas. Ouais. Et que le fait qu'on m'ait filmé et que ça puisse être diffusé, à l'époque, c'était pas du tout comme aujourd'hui. C'était beaucoup plus confidentiel. Bien sûr. Internet, c'était les débuts du balbutiement, Oui. de l'abonnement à l'heure. Donc bon, oui, donc là, c'était des DVD ou des... C'est ça, DVD, Canal+. Ouais, Canal. Donc il y avait un truc un peu confidentiel qui fait que rien n'était grave, quoi. Et donc là, à ce moment-là, t'es rentrée dans l'industrie du porno avec Dorsel. Oui, j'ai fait 2-3 films pour eux. Ouais. Et après, j'ai commencé à tourner un peu pour les autres. J'avais des propositions. Je les prenais pas. J'appelais les copines. Comme on n'a pas d'agent, oui. c'est vraiment nous-mêmes. Il y a une espèce de préservation de l'environnement. Les gens sont très vite blacklistés. Un réalisateur qui se comporte pas bien, un acteur qui a une mauvaise hygiène, ça va vite, quoi. Ça va très vite. Tout le monde se connaît. Et tout le monde se soutient. Ça paraissait normal d'aller pour un copain. Voilà, je viens à 9h, je fais ma scène. Tiens, j'ai fini. Je vais aller chercher à bouffer pour tout le monde parce qu'ils bossent encore. Et on va nettoyer la chambre où ils ont fini de tourner parce qu'ils vont faire un truc dehors. Quand il reviendra, au moins, ce sera cadré, ce sera rangé. C'est fou parce que c'est vrai qu'on pourrait imaginer que c'est un milieu où c'est beaucoup moins bisounours. Là, ce que tu me décris, ça a changé. C'est quand même super bonne vibe. Ça a changé. C'est toujours bonne vibe. Mais maintenant, il y a beaucoup plus d'argent. Ouais, d'accord. Là, à l'époque, il y avait un côté artisanal, en fait. Il y avait un côté familial. Et toi, tu as tout de suite été adoptée, en fait, par le milieu. Part par 2-3 nanas, mais sinon... Qu'est-ce qui a fait ta différence, justement, tu crois ? Ah, j'ai pas explosé, d'abord. J'ai mis longtemps. T'as mis longtemps. Pendant des années, j'étais trop bonne pour être laissée de côté, mais pas assez bonne pour un premier rôle. Et donc, les filles n'avaient rien contre moi. C'était super. Je venais, je faisais les grosses scènes bien hard, beaucoup de dialogues surtout. Je me tapais toutes les comédies, tous les dialogues. On me demandait des fois même d'apprendre le texte de ma partenaire pour pouvoir le lui souffler. Tiens, Émilie, t'as fini ? Oh, t'irais pas nous chercher trucs à la gare ? Bah oui. Voilà. Donc voilà, trop bonne, trop sympa. Elle est jolie, mais en même temps, elle est pas assez pour qu'on la mette en avant. À l'époque, on est quand même dans une période où le standard parfait du porno, c'est une Ukrainienne. Grande, blonde, yeux clairs. Clara Morgan, à l'époque. Voilà, je fais 1m57, je suis plutôt goulue, on va dire. Et tu rentrais pas dans les standards de beauté de pas cette du époque-là, quoi. Pas du tout. Il a fallu vraiment qu'Internet explose, que les productions américaines commencent à vraiment s'exporter en Europe. Quand le porno américain est arrivé avec toutes ces femmes très voluptueuses, où les hanches étaient à l'honneur, où la poitrine était à l'honneur, où il fallait avoir des joues, où vraiment la sexualité, elle est liée à l'appétit, quoi. Ouais. Là, enfin, on m'a remarqué. Et ça faisait combien de temps que tu avais démarré ? C'était au bout de combien de temps ? Ça faisait un certain temps. Ouais, quasi, je sais pas, 5-7 ans. Ça faisait quand même longtemps, ouais. Et pourtant, tu as persévéré, parce que tu aurais pu tout arrêter. Donc, c'est que ça te plaisait ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Puis à un moment donné, j'ai eu le courage aussi de vraiment prendre les choses en main. C'est-à-dire que John Bierut m'a confié un rôle. Il a passé le tournage à me dire que j'étais conne, en fait, que je devais quitter la France, que je perdais mon temps, que je me faisais du mal, que je connaissais tous les acteurs par cœur et que si je restais là, c'était simplement par confort. C'était simplement parce que c'était facile et qu'en vrai, j'avais pas la niaque et qu'en vrai, je me plaignais de pas être choisie pour les grands films et les grands rôles Mais en fait, j'en suis pas capable et j'en veux pas. Sinon, il y a longtemps que je serais partie à l'étranger. Et il m'a foutu les nerfs un petit peu. Eh ben oui. Et j'ai quitté la France. Je suis partie d'abord en Hongrie. Je suis partie un petit peu en Espagne, en Angleterre et finalement aux États-Unis. Et je pense que John Bierut, c'est celui qui m'a vraiment permis de m'assumer. Et oui. Parce qu'il me disait, tu marcheras jamais parce que tu ne sais pas tourner. Il me disait, tes scènes, elles sont mauvaises.
Tu fais ce que te dit le réalisateur, tu n'as rien à toi, tu n'as pas de sexualité, t'es qu'une gamine qui a baisé 3 mecs en dehors des caméras, tu ne connais rien au sexe. Et il avait raison. À ce moment-là, j'ai commencé à baiser. J'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, tous mes partenaires sur les tournages avaient des vies sexuelles hyper remplies. Soit ils étaient libertins, soit ils étaient polyamoureux, soit ils avaient des compagnes hyper sexy et vraiment, ils avaient une vie intime très riche. Et je me suis dit, mais moi, j'ai pas de vie intime. Et toi, t'étais toujours avec ton mari à l'époque ? Non, mais je fréquentais des gens et le désir était toujours pas au cœur de mon truc, quoi. D'accord. Je pouvais fréquenter quelqu'un et pas coucher pendant 1 an. Pas de problème. On est bien, on est heureux, on se fait des câlins, on se fait à manger, on va au cinéma, moi, ça me va. Et là, je me suis réveillée en me disant, mais en fait, t'es en train de passer à côté de quelque chose. Et à ce moment-là, je branche Manuel Ferrara pour faire une scène avec lui. Et clairement, j'ai compris qu'il y avait un autre level dans la vie. Alors, pour celles qui ne connaîtraient pas Manuel Ferrara, est-ce que tu peux nous pitcher un peu la personne ? Je vous laisse googler l'animal. Vraiment, c'est pour reprendre confiance en soi et avoir de multiples orgasmes en se disant « Mais c'est ça !» Mais oui, mais encore, mais tous les jours. Et là, j'ai fait mes valises et j'ai dit « C'est pas possible. Il faut que je m'envoie en l'air avec des gens qui ont envie de moi. » Là, j'ai complètement vrillé. C'était fini les acteurs où, entre les prises, on se moque, on fait des grimaces, on rigole, on dit des bêtises. Franchement, je sais pas comment ils ont bandé avec moi toutes ces années. On était des potes, quoi. C'était horrible. Oui, là, tu switchais en mode vraiment femme. Ouais. Femme qui assume sa sexualité. Je veux des partenaires qui ont envie de moi. Ouais. Et pour ça, c'était les États-Unis. Okay. Parce que même si, au fond, ils n'ont pas envie de toi, ils sont super bons, quoi. Comment tes parents voyaient cette carrière dans les films d'adultes ? Oh, ils ont mis du temps à se rendre compte que tout allait bien. Ils avaient une image, bien sûr, très... confiance en moi, bien sûr, mais stressés qu'il puisse m'arriver quelque chose. De la violence, des maladies, parce que c'est l'image qu'on peut donner de ce métier qui est quand même très opaque. Voilà, on peut se faire les pires films sur le sujet. Et ils ont bien vu avec le temps que déjà, je ne changeais pas. J'ai jamais acheté des sacs Vuitton. J'ai jamais fait n'importe quoi avec mon oseille. Voilà, j'ai pu participer à des financements familiaux de certains projets pour mes frères et sœurs. J'ai pu devenir propriétaire. J'ai été la première à avoir le permis. Et au final, comme c'est quand même des gens de droite, il y avait une certaine fierté dans cet accomplissement qui cochait un peu toutes les cases. Quand, à 30 ans, j'ai eu mon bac, là, c'était merveilleux, quoi. Parce qu'à 30 ans, tu t'es remise dans les études. Ouais. Et alors, pendant toutes ces années où tu enchaînes les films, ou même tu t'exportes à l'international, quel était ton regard sur toutes ces femmes que tu croisais, ou peut-être ces couples ? Est-ce que tu en rencontrais qui, à côté, avaient une vraie vie de famille, construisaient une vie perso classique, entre guillemets ? Plus aux États-Unis qu'en Europe. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, ça pose aucun problème d'arriver sur un tournage avec sa bagnole familiale dans laquelle il y a 3 sièges auto derrière et de dire « Ok, j'ai fini, bye bye » et qu'elle va à l'école récupérer ses enfants. Ça pose aucun problème. Vraiment, ils sont dans cette optique que la morale ne s'impose pas à ce qu'on s'inflige à soi-même. Tes enfants, ils manquent de rien, tu les aimes, t'es là, t'es dispo, c'est super. C'est vraiment un métier comme un autre, d'autant plus en Californie, à Los Angeles, où tout le monde connaît quelqu'un qui est dans l'adulte. D'accord, ah ouais. Que ce soit un acteur ou une actrice ou un caméraman, ou tout le monde connaît quelqu'un qui est dans l'adulte. C'est beaucoup plus démocratisé. Il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas de tabou. En Europe, France, et d'autant plus en France, c'est hyper difficile de construire autre chose à côté parce qu'on a encore ce regard très dans le jugement. On est encore dans une société où même si les femmes s'émancipent et qu'on commence à prendre de plus en plus de place, la femme, c'est quelque chose qu'on possède, c'est qu'on conquiert, voilà. Et une femme qui décide pour elle-même, qui prend sa vie en main, qui expose son corps, qui expose son intime, elle n'est plus valable pour rien. Elle est en tout cas pas capable d'être mère. Ah oui, ça non. Ça c'est la maman ou la putain. C'est quelle chance elle a qu'on a accepté de lui faire des gosses si elle sait qui est le père. Bien sûr. C'était un accident du travail. Ça, je l'ai entendu, celle-là. Toi, tu envisageais quoi, justement, pour l'avenir ? Est-ce que tu te voyais continuer à faire du porno pendant des années et uniquement du porno ? Est-ce que tu avais envie de construire une vie de famille ? T'étais comment ? Moi, je me voyais clairement rester aux États-Unis, potentiellement avoir une vie de famille là-bas, plus tard. C'était pas du tout le truc. J'ai jamais envisagé que je puisse partir complètement dans autre chose. C'était mon métier, c'était mon truc, c'était bien.
J'avais en référence des parcours comme Nomi ou Katsuni qui n'ont pas fait d'enfants, qui ne se sont pas mariées et qui sont très heureuses, très épanouies, qui vraiment ont des vies qui sont leur vie de rêve, quoi. Donc, c'est des modèles. Donc, moi, j'avais pas de soucis, j'avais pas d'attente. En vrai, je m'en fichais un peu, en fait. Et en même temps, je me confrontais pas du tout au monde civil, puisque je fréquentais beaucoup des gens du X, que mes amis très proches ne se seraient jamais permis d'avoir un avis sur quoi que ce soit. Donc, ne se confrontant jamais à la réalité, à l'attente sociétale qu'on puisse faire peser sur mes épaules, j'étais pas atteinte, je m'en foutais, quoi. J'étais bien. C'est quand j'ai arrêté que là, je me suis rendu compte à quel point je pouvais être méprisée, à quel point j'étais jugée, à quel point il m'était impossible, sauf sur une rédemption totale avec 250 « Je vous salue Marie », qu'on m'accepte à faire quoi que ce soit d'autre dans ma vie. Il fallait que je me victimise pour qu'on m'accepte. Il fallait pas que je l'ai choisi, il fallait pas que j'ai aimé ça. Il fallait que je dise mais j'ai arrêté, mais vous comprenez, moi j'ai pas trop eu le choix, je n'ai pas reçu d'éducation, et pas la lie, et on m'a violée peut-être, alors que pas du tout. Il était hors de question que je fasse ça. Et les seules périodes où vraiment j'ai pu être à peu près acceptée, écoutée et respectée, c'est parce que je ne tournais plus, je ne réalisais pas encore, et j'étais dans une période très exclusive avec un partenaire que j'ai rencontré à 27 ou 28 ans. Et c'est là où je me suis dit, tiens, il me plaît bien, je me sens pas très à l'aise sur un tournage, je sens qu'il se passe quelque chose. Et là, tu t'es Je dit sens que j'ai moins envie. Oui. Tu passes combien de temps aux États-Unis en tout ? Je sais pas, j'ai fait 3-4 voyages de plusieurs mois, ouais. D'accord, ok. Et alors, à un moment, tu rencontres ce mec dont tu tombes folle amoureuse, qui est un partenaire de tournage ? Pas du non, tout. Pas du tout. Je rentre en France un été pour faire mes papiers, tout ça, et pour acheter. Ah ouais. Et j'accepte un tournage pour Dorsel. J'avais plus tourné pour eux depuis mes débuts. Ah oui. Donc eux m'avaient blacklisté à cause de ma poitrine qui tombait en l'occurrence pendant des années et des années. Et là, évidemment, je suis aux États-Unis, je suis AVNable, donc oscarisable. Je rentre 2 mois, on va la faire travailler. Tu as refait tes seins entre-temps ou pas ? Bien sûr. Mais j'étais surtout très bankable. Ah ouais. Moi, je suis pas revancharde pour un sou, j'y vais, je tourne pour eux. Et en fait, il était cadreur sur ce film et c'était son tout premier porno. Wow. Donc, on s'est rencontrés. J'étais un peu la superstar du film. Première matinée, je suis en DP, quoi. En DP. Entre 2 garçons. Ah, ok. Et il m'a filmé comme ça. Et moi, je trouvais ça hyper normal de le taquiner quand même parce que vraiment, je le trouvais charmant. Et dès le tournage. Et il me l'a dit bien plus tard. Il m'a dit, les mecs, ils se détachaient de toi, que tu venais me voir, là, tu me touchais avec tes mains dégueulasses. Moi, j'avais tout banalisé. Mais il a dû halluciner. Il était sur une autre planète. Et il a fait ce film, il a fait ce tournage. À la fin du set, dès le premier soir d'ailleurs, je l'invite à mon hôtel. Il arrive avec une bouteille de planteur. Et on a passé une nuit incroyable. Et le lendemain, on rebosse. Je rentre à Bordeaux. L'après-midi même, il était dans le train. Oh. Ah ouais. Et c'était parti pour 6 ans et demi. Dis donc. C'était bien. Et donc, cette rencontre, elle a un peu signé la fin de ma carrière. Ton envie d'arrêter le porno. Ouais. En tout cas, d'arrêter les tournages en tant que comédienne. Ouais. Ok. Pas évident quand même de se sortir de là quand on fait ça depuis 10 ans. Ah non, pas évident ça du ramène tout. Pas mal de fric, que tu voyages, que tu es devenue une star. Puis moi, j'avais tout fait. C'est-à-dire que je venais d'acheter à Bordeaux pour installer ma mère, repartir aux États-Unis, j'avais mon visa K, tout était fait, quoi. Bah oui. Et donc, je suis jamais repartie. Il n'était pas prévu au programme, pas ce du garçon. Tout. Je suis jamais repartie. J'ai vécu dans l'appartement que j'avais prévu pour ma mère. J'ai pris une colocataire parce que j'avais pas les moyens. Et j'ai cherché du boulot et je me suis intégrée. Et surtout, j'ai pris en pleine face la dureté du monde, quoi. C'est-à-dire que on s'engueulait en permanence. Et il avait l'impression que je lui en voulais de m'avoir fait arrêter. Alors que pas du tout. Il m'a jamais fait arrêter. Il m'aurait jamais demandé d'arrêter. Je l'ai fait parce que je n'étais plus capable. J'y arrivais plus. Je ne pouvais plus, en fait. Et je pense que je lui en voulais pour ce que le monde entier me faisait. Tout ce qui a rongé notre histoire, c'était pas de son fait, c'était pas de mon fait, c'était pas une rancœur d'avoir gâché ma carrière, c'était pas une rancœur de me mettre en galère financière, parce que j'ai adoré notre vie. J'ai adoré qu'on se déplace en Vespa, qu'on vive chez sa mère, qu'on mange des trucs périmés. Franchement, c'était super. C'était magnifique. Mais j'ai détesté que le monde m'accueille de cette manière-là. Oui, et lui, il a cristallisé ça, forcément. Bien sûr. Il représentait cet autre monde. C'était la seule personne que j'avais dans ma vie.
C'est quand on est en colère au travail, on s'en prend à son époux, à son épouse. Quand on est en galère financière, ça se ressent sur les plus proches. Bien sûr. Ils sont le réceptacle de ce qu'on vit. Oui, et puis toi, tu sortais vraiment d'un cocon, d'une bulle de paillettes, voilà. Je n'avais fait que ce que je voulais. Jamais de patron. J'ai toujours fait tous mes choix moi-même. Et dans l'industrie du porno, les gens ont compris, ils ont dû halluciner parce que tu as arrêté du jour au lendemain un peu. Et ils te rappelaient, ils essayaient de te convaincre de revenir. Mais toi, tu étais ferme. Ouais. J'ai essayé un petit peu au début, les premiers mois de la relation. Et en fait, vraiment, je le vivais trop mal, quoi. Même avec des acteurs que j'adorais, sur des sets où l'équipe technique était super. Mais t'avais plus la flamme, quoi. Ouais. Donc, c'est là que tu passes ton bac, à 30 ans ? Ouais, en fait, je suis devenue femme de ménage, parce que ça m'allait. Ouais. Il fallait bien bosser. Puis même, c'était parfait. Je voyais pas les gens. Je faisais mon truc. Chez des particuliers. Ouais, j'avais les clés, je rentrais, je faisais les ménages, je partais. Musique à fond. Je voyais personne. C'était très bien. C'était parfait. Je me suis préservée le plus possible. Parce que les premiers boulots, j'ai bossé en boulangerie, j'ai bossé en pharmacie, Et en fait, ça a été infect. Très vite, il a fallu quelque chose où je vois personne, quoi. L'évitement total du monde. Donc, tu fais des petits boulots, tu repasses ton bac et tu démarres une école d'infirmière. C'est ça. Ok, pour devenir infirmière. Infirmière. Comme ça, c'est venu comment cette idée d'infirmière En fait, quand je faisais prendre soin des autres. Ouais, quand je faisais les ménages, un jour, je suis arrivée chez une dame qui était là, parce que c'est la mutuelle qui m'envoyait. Ouais. Et elle s'était cassé le bras et elle me demande de l'aider à faire son shampoing. Je dis carrément, votre maison elle est propre, je vous fais le shampoing. Et en fait, cette dame travaillait à l'association des paralysés de France. Et elle me dit, tu ferais une super auxiliaire de vie. Et je commence à travailler aux paralysés de France comme auxiliaire de vie. D'accord. Sauf que je suis pas formée. Vraiment, j'ai fait 2 matinées en binôme avec une dame qui m'a montré le b.a.-ba. Et après, on m'envoyait une liste d'usagers, des horaires, c'était jamais les mêmes. Très vite, en fait, je me heurte au fait que je n'ai pas de connaissances ni médicales, ni paramédicales, ni techniques, ni de communication. Une personne qui craque et qui se met à pleurer parce que c'est trop dur, il y a une manière de l'écouter, de reformuler, de lui prendre la main. Moi, je sais pas faire ça. Moi, je lui dis, allez, ça va aller, là. Allez, on va se faire un café. Vous voulez une clope? C'est pas... Et donc, je décide de me former en faisant l'école d'aide-soignante. Ouais. Et à l'école d'aide-soignante, rebelote, quoi. Je suis en stage et je suis face à un mur de connaissances que je n'ai pas quand je veux échanger avec les infirmiers, quand je veux comprendre ce que traversent mes patients. Et j'ai découvert cette appétence pour les études, pour le fait d'apprendre, le fait d'être étudiant, de pouvoir poser plein de questions. Et donc, je passe mon bac dans la foulée. À 30 ans, donc. Ouais. Je fais l'école d'infirmière qui a été une période magnifique. Ouais. J'étais avec des jeunes des années 2000-2001. Ouais. Donc, ils savent pas ce que c'est que le 11 septembre, déjà. Déjà. Mais ils sont biberonnés vraiment au féminisme, au militantisme, au véganisme. Et pour eux, une actrice de cul, c'est cool. Ben, bien sûr. Heureusement que t'es là, mais tu peux tout faire de ta vie. Et c'est cette bande de 130 jeunes de ma promo qui m'ont dit, mais jamais de la vie, tu t'empêches quoi que ce soit. Tu peux tout faire et tu dois tout faire. Et ils m'ont donné vraiment ce truc de me dire, arrête de te justifier en permanence, arrête de vouloir faire 2 fois plus que les autres. Et j'ai eu la chance de faire mes études à la Croix-Rouge, ici dans le 14e, où j'ai été régulièrement dénoncée par mes terrains de stage, qui appelaient l'école, mais vous nous envoyez quelqu'un là pour nos patients, pour l'image de la clinique, mais c'est pas possible. Et qui ont jamais donné écho à ça. Mon école n'a jamais donné écho à ça. Ils m'ont surprotégée pendant 3 ans. Ils m'ont accompagnée jusqu'au bout de mes études. Ils m'ont même très rarement dit. Il y a un formateur qui m'a dit qu'il savait et qu'il y a des terrains de stage qui s'étaient pleins, mais il était bourré, c'était une soirée BDE et il a lâché le morceau. Mais sinon, jamais. Et toi, tu l'as jamais ressenti? Jamais il me l'aurait dit, je l'ai jamais ressenti. Et ça a été 3 années super. Et c'est pendant ces 3 années où je me suis engagée, moi, pour la pornographie éthique et pour qu'on différencie ceux qui font les choses bien de ceux qui font les choses pas bien et pour qu'on protège les mineurs. Et je me suis sentie pousser des ailes à me dire en vrai, ouais, j'ai le droit, quoi. Grâce à la Next Generation, qui est quand même marrant, qui n'avait pas vu tes films, a priori. Pas particulièrement, non. Bon. Ils m'ont vite connue après des réseaux sociaux. Voilà. Ils me disaient, on a vu ton truc sur Combini, c'était trop bien et tout. C'est ça. Parce que, en fait, jusqu'à l'affaire Jackie et Michel en 2021, moi, j'ai jamais fait de médias traditionnels. Ça m'intéressait pas. Moi, j'ai jamais voulu être connue. Je suis connue dans le porno, je suis connue comme étant une actrice porno, mais j'avais rien à revendiquer, j'avais pas de message, j'avais pas... On me laissait faire mon travail, j'étais très heureuse. Quand il y a eu ces affaires judiciaires,
et que soudainement, pendant des semaines, mon téléphone a sonné des vieux amis qui me demandaient pardon de pas avoir vu à quel point j'avais pu souffrir, que c'était terrible, la traite d'êtres humains, les actes de barbarie. Moi, le porno que j'ai fait, c'était pas ça. C'était cette affaire elle est pas jugée encore, ouais, mais voilà, on accuse des hommes et une production, en l'occurrence, de production, d'avoir abusé de jeunes femmes vulnérables. Et on parle de choses très graves, on parle vraiment de viol, on parle d'actes de barbarie, on parle de traite d'êtres humains. Et c'est une affaire qui a été très médiatisée. Et moi, c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là, donc en 2021, je tournais plus depuis très longtemps. J'étais en pleine école d'infirmière et j'ai le sentiment qu'on généralise tout un milieu et qu'on chie sur tout ce que j'ai fait dans ma vie, quoi. Parce que toi, t'avais bossé avec eux ? Jamais. Non. Jamais. Et le fait que les médias disent « le porno, c'est ça », toutes les femmes sont victimes, une femme n'est absolument pas capable de consentir pour faire ce genre de choses, moi, ça m'a rendu dingue. Parce que arrêtez, quoi. Il y a des femmes qui sont tout à fait capables de consentir pour plein de choses qu'elles trouvent très sexy. Laissez-nous faire ce qu'on veut de nos corps. Parce que du coup, ils ont entamé une espèce de démarche abolitionniste dans les médias, en politique, et ça, c'est hors de question. Il y a quand même des rapports officiels du Haut Comité à l'égalité hommes-femmes qui qualifient les actrices porno de poupées gonflables épilées, incapables de consentir, victimes d'un système patriarcal. Moi, je ne suis pas ça. Ouais, c'est pas du tout ce que tu as vécu. Et là, ça m'a rendue folle. Et il y a que là que j'ai commencé à faire des médias, j'ai commencé à vraiment vouloir exprimer mon parcours, proposer des encadrements. Donc, j'ai fait la charte déontologique, j'ai fait un audit, j'ai vraiment travaillé sur le fond de comment on peut s'organiser pour que ça n'arrive plus. À ce moment-là, quand tu es en école d'infirmière et que le porno se rappelle là à ton bon souvenir, t'en es où dans ta vie privée, sentimentale, avec cet homme-là pour qui t'as tout arrêté ? Eh bien, avec cet homme, on a à l'époque monté une petite boîte de prod. Ouais. On tourne nos films dans notre coin, donc on réalise ensemble. Ok. On s'est séparés, mais on travaille ensemble. C'est mon associé, c'est toujours mon associé. Donc c'est avec lui que tu as eu l'envie de revenir dans le porno, mais à une autre place, derrière la caméra. C'est ça. Et plus devant. C'est ça. Moi, j'avais cette capacité à réunir les gens, les comédiens, les comédiennes, les lieux, à faire l'organisation, la direction de production, les budgets, à mettre mon nom sur le truc et que ça se vende. Et lui, il s'est filmé. Même si au début, il faisait les réglages et je cadrais, on faisait 2 caméras. Je cadrais avec lui, j'ai maquillé. Enfin, on a débuté comme une petite prod, quoi. Hein. Et maintenant, on est quand même une prod respectée qui fait des films pour Canal+ et pour Dorsal. Donc, on s'est bien débrouillé. Vous aviez un vrai savoir-faire. Enfin, en tout cas, toi, dans ce et puis surtout, on a un recul. Parce que lui, il n'est pas du porno. Quand il doit filmer une actrice, par exemple, qui prodigue une fellation, il va me regarder et il me dit, la fille, elle s'est arrêtée, par exemple, pour faire autre chose. Tu peux lui demander qu'elle fasse un peu plus. Il ose pas. Il va jamais dire à l'actrice, tu peux sucer un peu plus longtemps. Il peut pas faire ça. C'est pas dans ses codes d'hommes de 45 ans qui respecte les femmes et qui imagine en permanence sa compagne ou sa sœur sur le plateau. Il est hyper précautionneux. Tiens, le peignoir. Mais c'est ça qui fait votre différence aussi, évidemment. Sûrement, ouais. Alors que moi, à côté, je sais de quoi ils sont capables et je les pousse beaucoup pour qu'ils soient fiers de leur scène. C'est pour ça que vous êtes hyper complémentaires. Qu'on passe un bon moment. Ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc, finalement, tu as très vite réussi à concilier les deux. Productrice, réalisatrice de films porno, mais de films porno différents, et une vie d'infirmière en parallèle. Une vie d'élève infirmière. D'élève infirmière. D'élève infirmière. Et donc, pendant le Covid, je rencontre quelqu'un d'autre. D'accord. On se connaît pas très bien. On s'est vu peut-être 8-9 week-ends avant de partir quelques jours en vacances au ski. Et pendant ces vacances, je tombe enceinte. Donc, cet homme, tu tombes éperdument amoureuse de lui ? C'est pas vraiment ça. On était un peu seuls, je pense, tous les deux un peu sortis de Covid. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu soigner pendant le Covid et qui ont eu besoin de rapports humains, de réassurance profonde après ça. Parce que toi, pendant le Covid, t'en étais où ? T'étais séparée de ton compagnon. Vous tourniez plus, j'imagine ? Ah bah non, shutdown, pas de tournage, non. Tu faisais rien à la maison ? Ah ben non, j'ai travaillé, moi. Ah, t'as travaillé en tant qu'infirmière ? Ah ben bien sûr. J'étais étudiante infirmière, mais j'étais réserviste sanitaire. Moi, je suis partie dans l'Oise, dans le cluster de Creil-Senlis, pendant plusieurs semaines, ouvrir des services qui étaient fermés depuis les années 80, les remonter et accueillir des patients dans un hôpital assiégé par les camions réfrigérés. Ah ouais, t'as été mise dans le grand bain, bien là, sûr. tout de suite. J'ai appris dans l'urgence mon futur métier avec des collègues on était tous
l'hôpital est le lieu le plus structuré possible. Là, on savait plus rien. On se reconnaissait pas d'un jour à l'autre. C'était jamais les mêmes collègues. Tout devenait difficile. Transporter un dossier, éliminer un déchet. Les recommandations étaient contradictoires en permanence. On a vraiment travaillé dans l'urgence et à l'aveuglette et du mieux qu'on pouvait, avec notre éthique et notre humanisme vissés au corps quand même, mais dans des conditions difficiles. C'est quand même des circonstances extraordinaires pour démarrer un métier. Ah oui, bien sûr. Ou pour apprendre un métier. Pour apprendre un métier. Puisque j'étais en 4e semestre, donc j'étais en fin de 2e année quand c'est arrivé. Après, je suis réserviste, donc il me paraissait évident de quitter mon école et de répondre à la demande de la réserve et de partir. Donc à la base, partir comme aide-soignante, pas du tout comme élève infirmière. Mais les conditions ont fait que très rapidement, j'entrais dans une chambre et je préparais les injectables et je faisais le travail qu'il y avait à faire en fait. Ça t'a plu, cette période-là un peu extrême? Je pense qu'on est beaucoup à avoir aimé cette période sur certains plans parce qu'on nous faisait confiance vraiment. On a rarement vu nos cadres s'en remettre à nous et nous faire confiance comme ça. Les médecins aussi. Cet hôpital était quand même banqueroute avant le Covid, donc il allait déjà pas très bien. Et ils ont été merveilleux. On a eu nos petites victoires, nos moments de victoire, à faire passer des fois des familles entières par l'escalier de secours pour dire au revoir à la porte, parce que les gens déposaient leurs proches aux urgences et ne les revoyaient plus. Et mon premier décès Covid, j'ai baissé mon masque, parce que je trouvais ça indécent de n'offrir qu'une paire d'œils anonyme à un monsieur qui donnait son dernier souffle. J'ai baissé mon masque. Et en fait, très vite, on l'a tous fait. C'est ce qui nous a aussi permis de tenir. C'est nos bulles d'humanité et les libertés qu'on a pu prendre, autant pour nous que pour eux. C'est fou quand tu me racontes tout ça, parce que je me dis à quel point, toi, tu sortais quand même de 10 ans de corps nu, dédié à la sexualité, au plaisir, au désir, à l'excitation et tout. Et là, tu te retrouves à gérer aussi des corps, pas forcément nus, pas forcément jeunes, pas forcément en bonne santé, au contraire. Tu as quand même un rapport au corps, dans sa globalité, à la chair humaine, qui est totalement libre et presque, on sent que voilà, tous les flux, toutes les semences, toutes les odeurs. Non, mais c'est pas rien, tu vois, d'accompagner des vieilles personnes, de les soigner, de les laver. Et puis, évidemment, tout ce que tu as vécu dans le porno. Mais ça, c'est quelque chose, toi, tu es très à l'aise avec ça. Il n'y a aucune gêne, aucun dégoût, aucun... Non, jamais. Ouais. Non, mais s'adapter aussi à la personne en face. Quand on sent que la personne en face, le patient, est ultra pudique, que ça lui coûte énormément de se faire la toilette, faut s'adapter. Vraiment, faut... Mais toi, tu as une liberté vis-à-vis du corps humain qui est quand même hors norme. Ah, peut-être. Bah oui. Je sais pas. Tu es très habitué tous les infirmiers, tous les aides-soignants... Chacun avec ce qu'il en fait, chacun avec sa culture et Oui, mais c'est marrant d'avoir, toi, en ce qui te concerne, traité et abordé, approché moi, j'ai des corps humains. Moi, j'ai eu les plus beaux corps. Oui, c'est ça. T'as eu vraiment des corps en pleine santé. Des beautés incroyables. Oui, et d'autres complètement décharnés. Quoi. Ouais. Bon, donc, tu rencontres cet homme et donc tu tombes enceinte. Vous vous connaissez depuis quoi, quelques mois. Quelques mois. On s'est vus en juillet et je suis tombée enceinte en janvier, février. Et donc, le moment où tu réalises que tu es enceinte, que tu fais ce test positif, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Bizarrement, c'est une bonne nouvelle. J'ai 36 ans, j'avais pas envisagé avant de fonder une famille. Je suis tombée plusieurs fois enceinte très jeune de mon premier mari. Ça n'a jamais fonctionné. J'ai fait des fausses couches, ouais. Ok. Et c'était pas un projet en soi. C'était pas bon. Je venais d'acheter mon appart à Paris. 35 mètres carrés, toute seule, pas du tout adaptée pour un petit bébé. Je crois que j'avais eu les clés 15 jours avant mon test de grossesse. D'accord. Et j'appelle mon père et je lui dis qu'il va être grand-père. La question s'est pas posée. Si j'allais le garder, pas le garder. Voilà. J'étais enceinte. J'étais à 6 mois de mon diplôme d'infirmière. Je pouvais offrir à cet enfant quelque chose de bien parce que j'ai ma boîte de prod, parce que enfin je suis fière de ce que j'ai fait dans ma vie. En tout cas, je pensais que il ou elle, cet enfant, n'aurait pas honte de moi, puisqu'entre-temps, je me suis battue. Et j'ai pris la parole et je me suis exposée pour qu'on comprenne que non, on peut aimer tout dans la vie, on peut tout faire. Et j'appelle le papa et je lui dis que je suis enceinte. Je ne lui dis pas que dans tous les cas, je le garde. Ah oui. Je lui dis,
t'en penses quoi ? Ouais. Et il m'a répondu, mais moi, je suis quelqu'un de bien. Je suis catholique. Ah, d'accord. C'est-à-dire que c'est gage de, Oui. de sagesse. J'ai dit, bah, écoute, on se voit là ce week-end pour la Lui, Saint-Valentin. il en était où dans sa vie ? parlons-en. Il avait des enfants ? Pas du tout. Non. Interne en médecine. Ah oui, plus jeune que toi ? Interne, ouais. Ouais. De 7 ans de moins. Et mais j'avais pas beaucoup d'informations parce que on se voyait pas énormément, donc Ah oui, donc tu le connaissais pas si bien on que ça. parlait pas forcément ni de nos galères ni de nos passifs. Donc je me dis, bah écoute, je vais pas, si tu veux vraiment qu'on tente le coup, être le père de cet enfant et qu'on se mette ensemble et qu'on ait une vie à 3, franchement, why not ? Ouais. Testons. On n'est pas passé par la case vie à 2, on va passer par la case vie à 3. Je dis, moi je te rejoins en Belgique parce que monsieur est belge. Et belge. Moi j'ai fini en France mon école d'infirmière dans quelques mois. Quand j'ai fini, je viens m'installer en Belgique. Donc, il était super content parce que je lui permettais d'être là pour le bébé tout en finissant ce qu'il avait entamé. J'aurais pu lui dire, moi, j'ai besoin de mes parents. Je vais rentrer à Bordeaux. Si tu veux être le père de cet enfant, mon gars, Ah bah, tu viens. totalement. Bah, surtout que tu avais toute ton activité de prod. J'avais tout en France. À Paris, à Bordeaux. Bordeaux, ouais. Et donc, je suis partie vivre en Belgique. Et en fait, je l'ai pas bien vécu du tout parce que j'étais seule. Et accueillir un petit bébé avec un homme qu'on connaît pas bien, un homme qu'on a travaillé, un homme qu'on connaît, un homme avec qui on est sorti, avec qui on n'a pas dormi, avec qui on sait sa tête, on sait son truc. Genre, si là, je le réveille pour qu'il prenne le relais, il va péter un câble. Ouais. Je ne le ferai pas. Là, moi, je ne savais pas. Je savais rien, en fait. On s'est vraiment appréhendé et apprivoisé l'un et l'autre avec un enfant. Parce que je suis arrivée fin août et j'ai accouché mi-octobre. Ah ouais. Donc, ça a été très rapide. J'ai à peine eu le temps de nidifier, quoi. Comment s'est passée ta grossesse ? Superbe. Superbe. Merveilleuse. Mais parce que j'étais seule avec elle jusqu'à août, en fait. Ah oui. J'étais seule avec ma fille dans ma vie, dans mes études, j'ai fait mes stages, j'ai travaillé jusqu'à 6 mois et demi de grossesse. À l'époque, j'étais triste d'être seule. Je pense que je lui en voulais déjà de ne pas assister à tout ça. Je pense que lui, stressé de ne pas pouvoir être là à tous les moments aussi. Et en fait, avec le recul, Dieu bénisse cette période où j'étais seule avec ma fille. Ah ouais. Vraiment. En fait. Et je lui ai parlé et je la connaissais avant qu'elle arrive. Et aujourd'hui encore, on voit, je dors avec elle. Hein. Mon aîné, on a un lien vraiment fusionnel. Ouais. Ok, donc tu décides de partir habiter en Belgique pour le dernier trimestre en fait de ta grossesse. C'est ça. Et qu'on accueille cet enfant l'idée, ensemble. L'idée, c'était d'accoucher là-bas. À Lille, quand même. Ah, frontière. On habite à la frontière. Je suis quand même allée à Jeanne de Flandre. Est-ce qu'il s'est impliqué à partir du moment où tu es arrivée dans sa vie ? Il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux. Ouais. Puis avec les bases qu'on lui avait données dans sa vie, dans son éducation, dans sa culture, dans son milieu socio-professionnel. On parle d'un mec qui a vécu 30 ans dans la même ville, avec les mêmes gens. Moi, j'arrive avec mon background. Ça a été compliqué. Moi, j'ai fait la une du journal local et il a fallu que le lendemain, j'emmène ma fille à la crèche, alors que tout le monde m'avait vu en string. Ok. Il n'y a eu aucun respect de ma personne dans ce village, dans cette ville, il y a quand même 80 000 habitants. Hein. Où lui habite. Où lui habite et habite toujours. Et habite toujours. Oui, donc là, t'es quand même... moi, ça a été l'horreur. Là, t'as découvert un autre monde. Ça a été l'horreur. Une ville où... Ouais, t'étais pas à Bruxelles. Ah non. Et j'étais... En plus, c'est des petites célébrités. Enfin, sa mère est la bourgmestre de la ville. Ok. Donc, j'étais la belle-fille de la bourgmestre. J'allais acheter mon pain, que ma belle-mère savait que j'avais acheté du pain. Quand je voulais m'accorder une cigarette, malgré la grossesse, il fallait que je me planque, quoi. Et donc, t'es arrivée avec ton background, forcément. Et ça a été vu comment ? Je suis une bête de foire. Clairement. Et ils ont une bête de foire, ouais. Quant à ses parents, ils ont juste mis ça sous le tapis. Ne pas en parler, ça n'existe pas. Et lui te défendait ? Pas du tout. D'accord. Donc, j'imagine que très vite, tu as senti que ça n'allait pas. Oui, ça n'irait pas. Très vite, j'ai senti que ça allait être difficile. Et le plus difficile, c'était vraiment d'être isolée, quoi. Heureusement, j'ai eu une sage-femme incroyable qui, les 3 premières semaines de vie de ma fille, est venue tous les jours. Elle est passée me voir quotidiennement. Parce qu'elle savait que si elle passait pas, j'avais personne qui allait passer. Moi, j'avais aucune copine qui allait venir toquer « Montre-moi ce bébé, prenons un café ». Personne. Oui, parce qu'en 3 mois, on se fait pas des copines. Surtout si on n'a pas dit professionnel et qu'on est enceinte jusqu'aux yeux. Bien sûr.
Rien. Et puis, c'est pas des genres de villes où il y a le cercle des mamans, le yoga machin, rien. Rien du tout. J'ai rien fait du tout. Et il y a eu juste cette sage-femme qui est venue sur la fin. J'en pouvais plus, là, me faire un décollement des membranes. Et ouais. Et Est-ce que t'étais arrivée à terme? Ah ouais. Ah ouais. J'avais hâte, quoi. Et alors, il s'est passé comment l'accouchement? Il était là quand même, ouais, le papa. Ouais, il était là. Ouais. C'était un joli moment. Ouais, c'était bien. C'était vous. pas. C'était un beau moment avec ma fille. Oui. Vraiment. Et puis, on a eu de la chance parce que c'était encore un peu Covid. Donc, on a vraiment eu cette bulle tous les 3 à la maternité. Ok. Sans aucune visite. Ouais. Personne. Ça, c'était précieux. Ah ouais, c'était... J'avais besoin de ce temps avec elle. Et j'avais besoin de le voir avec elle pour m'assurer que j'avais pas... comment dire? Que ça allait aller, quoi. Et alors, justement, de les voir ensemble, de voir cette famille réunie là dans cette chambre de maternité que vous formiez, tu trouvais que ça ressemblait à ce que tu te racontais ou... Ouais. Après, j'avais besoin... en vrai, j'avais besoin de ma mère. Ouais. Beaucoup. Ouais. Et elle n'est pas venue? Elle pouvait pas. Elle travaille, venir en Belgique, accéder à la maternité, impossible. Elle est venue, je crois, ma fille avait déjà presque 1 mois et demi, 2 mois. Ouais. Non, j'ai vraiment été très, très seule. Et le fait que personne ne me considère comme... me considère, en fait. Simplement. Personne ne me considère. C'est hyper difficile. Que jamais on me dise bravo pour rien, que jamais on me dise c'est bien ou jamais... Rien, en fait. Rien. Et en plus, j'étais une demi-infirmière puisque j'avais un diplôme français. Comprenez-vous, le diplôme belge est sûrement meilleur. Et ça a été super difficile. Le moment où on devient mère, c'est un moment où on a besoin de la sienne. Ouais. Énormément. Et c'est vrai que la tienne était loin. C'est ça. Vous vous parliez quand même par téléphone? Oui, bien sûr. Mais après, ma mère, c'est pas la personne la plus maternante de l'histoire. Tu lui as dit, j'ai besoin de toi, je voudrais que tu sois là? Ouais, je lui demandais un peu comment je devais gérer. Ma fille prenait pas bien le sein et je souffrais de pas réussir à la nourrir correctement. Au final, c'est la femme de mon père qui m'a énormément aidée. Ok. Bon, après, elle m'a en partie élevée aussi. Enfin, oui, on a une relation très particulière. C'est pas la belle doche. Voilà, c'est vraiment... oui, c'est une femme dont tu es très proche. Oui, ouais. Et ils sont pas venus... Mon père n'est pas venu pour la naissance de ma fille. Et quand je lui avais dit que j'allais partir en Belgique et que j'aimerais beaucoup qu'il vienne pour l'accouchement, ou du moins juste après, il a eu une remarque très maladroite, mon père, que quand ma fille est née, j'ai compris à quel point ça m'avait touchée. Alors qu'à l'époque, quand il a eu cette remarque, ça m'a pas forcément super touchée. Il m'a dit, oh, tu sais, nous, avec les enfants, on se déplace, c'est une logistique, à moins de quelque chose de très important. Et sur le coup, j'avais pas relevé à quel point ça m'avait... Mais quand France est née et que mon père l'a rencontrée une fois que moi, je me suis déplacée à Bordeaux. Donc, qu'elle ait reçu ses vaccins, qu'elle puisse prendre l'avion, tout ça. Lui n'a pas fait le voyage. Non, il n'a pas fait le voyage. C'est quand même que tu l'aies appelé France. Alors que tu venais d'arriver en Belgique et que tu... Bah ouais, j'avais choisi le prénom avant. Pays. Ah bon? J'avais choisi le prénom avant, avant d'arriver en Belgique. Pourquoi ce prénom? C'est venu... Comme ça? Comme ça, ouais. J'étais enceinte, elle commençait à beaucoup bouger, à devenir une petite personne qui faisait sa vie, là, en moi. Ouais. Et du coup, je commençais à me dire, il faut vraiment réfléchir à un prénom. C'est pas encore un sujet que j'avais abordé avec son papa, parce qu'on vivait pas ensemble, parce que j'étais pas encore arrivée. Et en fait, c'est sur un... J'avais des sciatiques de folie. Je passais beaucoup de temps dans mon canapé. Ouais. Et je regardais recherche appartement ou maison, là. Et il y avait un agent immobilier qui s'appelait France, je sais plus quoi. Et je l'ai trouvée super belle. La trentaine, cuivrée, belle. On entendait quelqu'un de très intellectuel, de très bien dans ses baskets, qui vendait son truc, qui hyper gentil avec les gens, qui les rassurait. Et je me suis dit, ah ouais, c'est beau, quoi. On peut s'appeler France et pas être... Parce que je voulais pas un prénom qui soit un prénom de petite fille. Parce qu'on devient une femme dans la vie. Mais oui. On devient une femme et il faut porter son prénom jusqu'à sa mort, quoi. Ah ouais, ça. Et j'ai appelé le père des enfants et je lui ai dit, tu penses quoi du prénom France? Et il a adhéré tout de suite. Il m'a dit, ah ouais, super. Donc rien à voir avec France Gall. Rien à voir avec France Gall. Même si j'ai été bercée par France Gall depuis toute petite, non, pas du tout. Donc la petite France est née. Et là, comment ça se passe, cette nouvelle vie, encore une nouvelle vie en Belgique,
avec cet homme qui est là quand même, mais dont j'ai pas l'impression que tu aies jamais été très, très amoureuse de lui. Si, tu dirais ? Bah, je pense une forme de passion. Mais après, nous, les femmes, on a quand même le don d'être amoureuses de ce qu'on envisage de la personne. Oui. Quand je l'aurai guéri, voilà. Quand j'aurai mis ça et fait ça, et qu'il aura compris ça, et qu'il aura abouti ça de son côté, qu'est-ce qu'on sera bien. Ça, c'est les femmes, non ? C'est tellement vrai. Donc, oui, on est toutes des infirmières. Toi, tu l'es pour évidemment, de vrai. Mais... j'étais amoureuse de lui qui va bien, de lui qui est là pour nous, de lui qui a pris 15 ans. C'est ça, d'une idée de lui. C'est ça, et de lui qui comprend que ce que j'ai fait, ça fait pas de moi... La première fois où mon métier est vraiment sorti, France avait 4 mois et demi, 5 mois, donc j'étais enceinte de Diane, fraîchement enceinte de Diane, très malade. Je ne travaillais pas, j'étais à la maison, je m'occupais exclusivement de mon enfant, et il rentre très en colère, un petit peu alcoolisé, et m'a balancé quelque chose du genre « T'es une infirmière de merde, je suis médecin, en plus t'es qu'une pute, alors si t'es pas contente, si tu me fais chier, moi, tes gosses, je les prends. Parce qu'on les confiera pas à une pute. » Et je pense que cette colère-là, ces mots qu'il a eus ce jour-là, il s'en est excusé, il avait bu et que peu importe, c'était le début de la fin. C'est la première fois qu'il s'exprimait comme ça ? Ouais, et c'est la première fois qu'on me mettait aussi violemment, en fait, ma condition. Et j'élève mes enfants en imaginant qu'à tout moment, on va taper à ma porte et me dire « Ouh là là, on a fait erreur, vous n'êtes pas valable. On va vous les prendre. » Je vais au parc en me sentant en permanence observée. Je fais attention à tout. Il y a une pression énorme qu'il a mise, lui. Mais oui. C'est lui qui a fait ça. Mais qui venait d'où ? Parce qu'il a débarqué ce soir-là. Je pense ses parents, je pense le jugement social. Je pense qu'il a dû croiser un ami qui lui a dit « Mais comment tu fais ? C'est une actrice porno, mais enfin, mais tu lui as fait un enfant. » Et je pense que c'est ça. Et que lui, s'était pas rendu compte à quel point il allait devoir porter ça aussi. Et qu'il m'en voulait. Bah oui. Et je peux comprendre. Sauf que ça a bousillé à la fois ce qu'on essayait de construire. Ça a bousillé ma parentalité parce que j'élève mes enfants dans une peur permanente. Et du coup, ça pouvait pas marcher. Bah évidemment. Ça n'aurait jamais pu marcher. Donc attends, là, France avait quel âge ? Un peu moins de 5 mois. Un peu moins de 5 mois. Et donc, t'es retombée enceinte Ouais. immédiatement. Ouais. Le fameux retour de couche. Ouais, la fameuse méthode MAMA où il faut être vraiment précis dans son allaitement. Il faut pas s'endormir. Tu l'allaitais, France, ouais. Pensant que tu ne pouvais pas retomber enceinte. Ça veut dire que vous aviez repris une vie sexuelle ? Ouais, mais 3 jours après l'accouchement. Ah ouais. Nous, on savait pas qu'il fallait attendre. Non, mais c'est pas. Il y a pas de règle. C'est que toi, tu te sentais. Quand on a vu le médecin, il a pété un câble. Mais il faut attendre que le col se soit refermé. Oui. Mais toi, ça allait. L'accouchement s'était bien passé. Ouais, nickel. Ouais. Aucun point, tout bien. Ok. J'avais en tête, merci les réseaux sociaux, que si je ne le faisais pas, on allait entrer dans quelque chose où on allait perdre la maîtrise et que dans 2 ans, on n'aurait pas rebaisé et que ça allait foutre la merde. Donc, il fallait reprendre. Il y avait une espèce de pression là-dessus, ouais. Okay. Ouais. Tant et si bien que... Diane. Que Diane s'est nichée dans ton ventre alors que tu allaitais encore France. Ouais. Tu as fait ce 2e test de grossesse avec un bébé de 5 mois dans les bras ? Ouais, j'ai fait le test de grossesse, j'étais vraiment fatiguée. J'ai dit au père des enfants, je pense que j'ai une grave maladie. Ah ouais. Fais-moi un bilan sanguin, ça ne va pas du tout. J'ai quelque chose qui ne va pas du tout. Vraiment, une fatigue... incommensurable. Ouais, j'ai pas du tout eu ça pour France, par exemple. Oui. France, j'ai eu le mal de mer, point, tu vois. Et qui ne pouvait pas être lié à ta fatigue de jeune mère qui dormait mal. Je me suis dit, non, mais là... Là, c'était bizarre. C'était vraiment pas normal, quoi. Et je vais aux toilettes, après lui avoir demandé de me prescrire la prise de sang et de me faire la prise de sang. Et je vois les tests de grossesse. Et je me dis, oh ! Et je pisse sur le test de grossesse. Mais non. Et là... Ah, mais en impro total. En impro total. Et là, je vois en toutes lettres, enceinte. Je vais voir le père de mes enfants qui était au lit. Je lui dis, assieds-toi, allonge-toi, fais quelque chose. Il me dit quoi ? Je lui dis, tiens. Et il me fait, mais non. Mon Dieu. Et là, on a France, belle comme un cœur, fusionnelle avec moi. Moi, je suis encore en peau à peau, je dors avec ma fille, on est collés. Et donc, ce deuxième test positif, vous vous dites quoi ? On se dit, mais un bébé, c'est génial. 4 mois, elle était parfaite. Au fur et à mesure de la grossesse,
Je voyais l'autre qui grandissait, les dents. Tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Et alors, attends, à l'époque, le père des enfants n'est pas brutal ni violent verbalement Il est avec pas, toi. il y a eu cet épisode-là qui nous a, je pense, profondément abîmés et c'était pas réparable. Oui, mais on ne s'est pas au moment où vous séparés. faites le test et où vous prenez la décision de garder ce Ça deuxième va, enfant, on est comme tous les jeunes parents, d'autant plus qu'on se connaît pas, on en chie. Oui. On en chie, j'ai l'impression qu'ils m'aident pas, j'ai l'impression qu'il faut rien, j'ai l'impression qu'à part venir 2 secondes faire gaga, voilà, il fait pas grand-chose. Mais parce que je pense, comme toute jeune mère, je sais pas non plus par où commencer, je sais pas ce que je suis censée faire vraiment, et voilà. Oui, et puis t'es dans un Et puis tel je suis toute seule, engrenage et puis j'ai que lui de toute façon, donc Oui. quand ça va pas, tout est pour lui. C'est comme ça. Ouais. Et alors, au fur et à mesure de la grossesse, comment ça se passe entre vous, justement? Bah, ça se complique, quoi. Ça se complique. Ça se complique parce qu'au fur et à mesure, il lâche l'affaire. Ah ouais. Ouais. Il est de moins en moins impliqué dans votre vie de famille. Comment ça En se fait, traduit? il s'écoute de plus en plus. Et je me rends compte que ce qu'il a fait les premiers mois, à placer les besoins de son enfant avant les siens, c'est pas naturel pour lui. Ok. Que c'est pas quelque chose qu'il va pouvoir faire dans la durée. Et c'est pas grave si ça me convient. Ça peut convenir à plein de femmes. Ça peut convenir à plein d'hommes. Mais moi, j'avais trop d'attentes. Parce que j'avais tout quitté, parce que j'étais seule, parce qu'il y en avait une deuxième qui arrivait. Je pouvais pas, en fait, je ne pouvais pas gérer ça. Je pouvais pas gérer quelqu'un qui passe avant les enfants. Je pouvais pas. Parce que moi, je passais pas avant les enfants, donc il y avait une espèce d'injustice que j'acceptais pas. De tout faire, d'être celle qui se lève, d'être celle qui cuisine, d'être celle qui fait tout. Et qu'en plus, on me fasse bien comprendre dans la ville, dans notre cercle familial, le sien, que de toute façon, je suis un être inférieur. Ouais, c'est ça. Non, mais ça, c'est. Et c'était trop, en fait. C'était trop. Et donc, tout ça a fait que notre relation de couple, elle ne pouvait pas fonctionner. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on s'en veuille du tout. Ça ne pouvait pas fonctionner une seule seconde. Bah, déjà, pour un couple qui s'aime très fort et qui se connaît depuis longtemps, 2 enfants en 1 an, c'est quand même un tsunami, déjà. Mais alors, en plus, dans les circonstances dans lesquelles vous étiez, c'est sûr que c'était un peu... vous alliez dans le mur. Surtout s'il a commencé à être violent verbalement. C'était, je veux dire, c'était un no-go. Comme on dit. Un red flag. Oui, mais je pense qu'on était tous les deux très malheureux, de toute façon. Lui, de devoir subir la pression sociale dans sa ville, dans son entourage, d'être avec quelqu'un comme moi. Il a quand même été dit que je lui avais fait des enfants dans le dos, quoi. Mec, il est médecin, il sait comment on fait les bébés. Oui. J'ai tout quitté pour être là pour lui. Non, mais ça, c'est le qu'en dira-t-on des petites elle est vénale, villes, c'est une ancienne prostituée, et pas lali, et pas lala. Mais pour ses parents, ça a été très dur aussi. On a envoyé des deepfakes de sa mère, enfin de moi avec le visage de sa mère, qui est quand même une élue, hein, elle est engagée en politique. Enfin, ça a été... Et à l'époque, tu étais déjà très active sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Plus. Moi, j'ai commencé à vraiment devenir publique en 2020. C'est ça. Donc, ça faisait déjà plus d'1 an, 3 ans. Enfin, 2 ans que que tu te montrais sur Insta, que tu avais des engagements, des vrais... Que j'étais engagée, que j'étais allée au Sénat, aux assemblées nationales. J'étais représentée par une agence, je suis représentée par une agence très sérieuse pour tout ce qui est mes engagements, tout ça. Mais tout ça, ça n'a pas été ni pris au sérieux, ni rien du tout. Bon, en tout cas, Diane était là. Ouais. En tout cas, elle grandissait dans ton ventre. Il n'a jamais été question d'arrêter cette grossesse. Pas une demi-seconde. Pas une demi-seconde. Comment elle s'est passée, cette deuxième grossesse ? Plus difficilement. Très fatiguée, donc au début. Ouais, très fatiguée. Très rapidement, seule avec France. Ouais. Donc, un enfant qui ne marche pas. Quand Diane est née, France ne marchait pas. Ah ouais. Donc, ah bah oui. Attends, parce que quand Diane est née, France avait 13 mois. 13 mois. Elle se mettait debout depuis plusieurs mois. Hein. Elle s'accrochait à tout. Elle poussait son truc. Le château branlant, là. Qui... Elle poussait son truc, là, son déambulateur dans toute la maison. Mais c'était les bras. Et à 34 SA, menace d'accouchement prématuré. Je suis hospitalisée. Ils arrivent à stopper le travail. Et je suis au repos strict, au moins jusqu'à 37. Donc, seule avec un bébé. À la maison ? À la maison. Ah, parce qu'il était à ce moment-là, il n'était plus là. Il était plus là. Ah, il était plus là, il était parti ? Il était plus là. Ok. Il est revenu après. Enfin, on a voilà. D'accord. Donc vous vous êtes séparés à la fin de la grossesse ? 2 mois avant la fin, début octobre.
Elle est née le 21 novembre, Diane. Ok. Donc, vous vous êtes dit d'un commun accord, c'est terminé? Ou comment ça s'est passé? Voilà, quelque chose comme ça. On s'est dit, voyons-nous pour des temps de qualité, mais ne vivons pas ensemble. Je suis obsédée par le fait que mes enfants aient une belle image de leur père, que les moments qu'ils passent avec elle ne soient pas des moments sous contrainte pour lui, pour vraiment que ça soit... qualitatif, quoi. Ouais, ouais, le plus possible. Donc, on envisageait déjà que je rentre habiter à Paris et qu'ils viennent le week-end. Que moi, je m'occupe des enfants et c'est pas grave. Et même si je pense qu'à terme, le sentiment d'injustice aurait été énorme et j'aurais peut-être craqué, en tout cas, et j'avais intérêt pour mes filles, pour moi, plutôt que d'avoir quelqu'un... En vrai, être seule et en galère, c'est difficile. Être seule et en galère avec quelqu'un qui est pas capable de participer, qui voit pas ce qu'il faut faire, voire qui dort, c'est pire que c'est une charge mentale énorme et ça met en colère. Moi, j'ai découvert la colère en étant maman, malheureusement, et pas envers mes enfants, envers leur père. Un vrai, profond, hurlant sentiment de colère. Et ça m'a bouffé. Et le fait de se séparer et de se dire, voyons-nous dans les meilleures conditions, sur des temps plus courts, ça a été pour nous la meilleure option. C'était votre salut, évidemment. Et encore une fois, ça, dans son bled, les gens n'ont pas compris. Mais oui, mais quelle les gens n'ont pas intelligence et compris. quelle lucidité de votre part. Enfin, j'imagine que c'est venu de toi, surtout, et, de couper court. Mais il a pris ça comme une belle opportunité aussi. Il me l'a dit à l'époque. J'y aurais pas pensé. Tu ne me prives de rien. Tu proposes que je donne le meilleur, effectivement. Le temps que je finisse mon internat, le temps que je me fasse un peu aider aussi, que je reprenne le sport. Moi, il me dit là, je fais plus rien, j'ai tout le temps envie de dormir, c'est trop dur. Ok. Donc, Diane est née en novembre 2022, c'est ça? Ouais. Et là, donc, toi, tu es rentrée à Paris. C'était le projet, ouais. J'étais en train de préparer un retour à Paris où le père des enfants viendrait les week-ends. C'est ça. Où nous, des fois, on irait aussi les week-ends. Vraiment trouver un rythme où tout le monde peut s'apaiser et que le temps qu'on passe ensemble soit... du temps où on est vraiment disponible pour l'autre. Et c'est ce qui s'est passé? Du temps de qualité. Ben non, il s'est passé que le temps que j'organise ça, j'ai perdu mon frère. Donc, tu as perdu ton frère en combien avril. de temps après la naissance de Diane? 6 mois. 6 mois après. Et tu n'avais pas encore déménagé à Paris? Non. D'accord. Et donc, on s'est dit, 1 heure de train Paris, 1 heure d'avion Bordeaux, on va faire Bordeaux. Mes parents avaient besoin de moi, j'avais besoin d'eux. On avait besoin d'être réunis, Bien en sûr. fait, après ça. Et donc... Parce qu'il est mort brutalement. Ouais, ça a été brutal, ouais. Donc, il fallait réunir le clan. Ah, puis surtout, c'était trop pour moi. Ouais. Les 2 années que je venais de passer... En fait, j'arrive à 40 ans en me disant que finalement, je vais mourir un jour sans avoir aimé assez fort pour avoir souhaité un mini-nous, pour avoir voulu faire ça, sans avoir vécu de grossesse apaisée tout du long, parce que la fin de grossesse de France, j'étais en panique de qu'est-ce que je foutais là, quoi. Et je souffrais énormément de la solitude. Et Diane, ça a été très dur parce que France était petite, parce que je me suis retrouvée seule, parce qu'il y a eu cette map et j'ai dû rester alitée, à pas pouvoir m'occuper de la grande comme il fallait. Et heureusement, j'ai trouvé une fille au père merveilleuse qui a passé 2 ans quasiment avec nous et que je considère comme mon aînée, du coup, presque. Et perdre mon frère dans la foulée, moi, je voulais juste rentrer chez moi. Bien sûr. Prendre mes enfants, rentrer chez moi. Et le père des enfants a dit, ça nous fera un nouveau départ, je rentre avec toi. Et on est tous partis à Bordeaux. Tous ensemble. Et finalement, 3 mois après, il a décidé de rentrer en Belgique. Voilà. Et maintenant, je suis avec mes enfants depuis... en août, ça a fait 1 an que je suis seule avec mes enfants à Bordeaux. D'accord. Et vous avez trouvé votre rythme Il vient un week-end par mois chez moi et je m'en vais. Comme ça, il est chez les enfants. Ok. Donc, ils sont encore toutes petites. Oui. Et je pense que pour elle, c'est le mieux. Et pour lui aussi, d'ailleurs. Ouais. Il y a tout, les chaises hautes, les tables allongées, leur lit, leur doudou. Enfin, j'ai inimaginable en termes de logistique qu'ils puissent prendre un Airbnb, acheter des couches, acheter les laits, moi, faire des valises tous les week-ends, non merci. Donc, je préfère quitter mon domicile et qu'il soit bien. Les repas sont faits. Ouais. Il a la jeune au père avec lui pour l'aider. Et comment tu le vois, cet homme? Comment elle est votre relation aujourd'hui? Alors, la relation, déjà, on ne se voit pas. Ah, vous ne vous voyez pas du tout? On ne s'est pas vu depuis février dernier. D'accord, ouais, ok. Je pars avant qu'il arrive. D'accord. Ça va. C'est encore quelque chose en cours de mise en œuvre. C'est pas évident de laisser son chez-soi. Entre-temps, j'ai acheté.
Je me suis installée vraiment avec mes filles. Pareil, voilà, en moins d'un an, rentrer à Bordeaux, perdre son frère, acheter un appartement, déménager, faire des travaux, seule avec les bébés, palala. Je suis arrivée à Bordeaux, on est bien d'accord que je n'ai absolument pas eu de place en crèche. J'ai eu mes enfants 24/7 pendant des semaines et des semaines et des semaines. Ok, donc là, ça fait un tout petit peu plus d'un an que tu as cette vie, pour le coup, là, qui est stable à Bordeaux, dans ton appart, avec tes 2 filles. Qui est intense, j'imagine, parce qu'elle va être toute seule avec 2 bébés. J'avais ma jeune au pair là jusqu'à début août. Ok. Qui était avec nous, qui a tout vécu avec nous du coup. Ah ouais. Et qui habitait chez toi. Que j'avais prise en Belgique en fait et qui m'a suivie. Et qui t'a suivie. Ouais. Qui a été là tout le temps pour tout. La naissance de Diane, je le dis, je pense que c'est maintenant. Il faut aller à l'hôpital. Mon Dieu. Ah ouais, donc c'est vraiment quelqu'un sur qui tu peux compter. Et inversement. Et inversement. Aujourd'hui, ta vie, elle se compose de quoi? Alors aujourd'hui, tu as repris ton activité de productrice-réalisatrice de films. Moi, j'ai jamais arrêté. Tu n'avais jamais arrêté, même quand tu étais en Belgique, tu continuais? Non, j'ai jamais arrêté. Après, je fais 2-3 films dans l'année, donc c'est pas une activité très très intense. Mais j'y tiens. Donc avec ton ex, toujours? Bien sûr. Toujours des déplacements parisiens pour des médias, pour des rendez-vous un peu plus politiques des fois. Oui, cette partie-là, elle a pris de plus en plus de place, du coup. Puis elle est importante. Bah ouais. Alors, je sais pas si tout va arriver par moi, mais en tout cas, j'aimerais planter la graine d'une indépendance de la femme au point de pouvoir choisir d'avoir fait de la pornographie et de l'avoir bien vécu et d'avoir eu une belle vie. Et j'ai envie de ça parce que j'ai pas envie que quand mes enfants seront en âge de comprendre ce que j'ai fait, elles me voient comme une victime. Et c'est aujourd'hui comme ça que la société veut me voir. Soit une putain, soit une victime. Mais en fait, je suis ni l'un ni l'autre. Et tu n'es pas la seule, j'imagine. Ah non, je suis pas la seule. Il y a énormément d'actrices qui sont mamans. En France, elles commencent de plus en plus à l'assumer, à assumer qu'elles sont mères de famille, avec cette peur permanente qu'on nous enlève nos enfants. C'est quelque chose qui paralyse beaucoup d'actrices, beaucoup de créatrices de contenu. Il y a encore un jour ou deux, j'ai reçu un message d'une jeune actrice qui a juste fait 2-3 films, mais qui est créatrice de contenu, qui est mariée, qui a 3 enfants grands, 4, 7 et 11, qui me dit « Ton truc d'huissier, là, pour faire constater, c'est quoi? Parce que là, j'ai peur. » Et en fait, c'est le fait de faire venir un huissier chez toi, volontairement, pour faire constater de l'environnement de vie des enfants, de demander à ton entourage des témoignages volontaires sur le genre de maman qu'on est, sur le fait que notre métier, même si moi, en l'occurrence, je produis et je réalise, je ne me mets plus en scène. J'ai des pages Mime et OnlyFans qui sont des pages personnelles. C'est pas parce que je suis maman que je suis asexuée. J'en ai besoin. En plus, là, à l'aube de mes 40 ans, je suis devenue une cascadeuse. Je m'amuse beaucoup. Je découvre plein de choses. Ah oui. Et, ça veut dire quoi, que t'es devenue une cascadeuse? Je découvre plein de choses, quoi. Je découvre que déjà, ce qu'on fait dans les films, les gens le font chez eux. Et je commence à le faire, moi, chez moi, dans mon intimité. Je me pose de moins en moins de limites et je m'autorise tous les fantasmes. Et heureusement, quoi. Ça y est, je suis cadrée, mes enfants sont bien, je suis archi disponible pour elles. J'ai carrément le droit d'avoir des partenaires intimes, quoi. Bien sûr. Et en fait, j'ai l'impression que ça donne, c'est que quand on est mère célibataire, ben c'est interdit et que ça peut nous être reproché. Comment peut-on être libidineuse alors qu'on est maman, quoi? Bah ouais. Encore plus maman solo. Parce que être libidineuse et être une grosse salope avec son mari, il n'y a aucun problème. Mais si c'est plus le père de tes enfants, là, on a un problème. On a un problème. Et on a ce truc un peu paralysant de j'ai pas le droit. Oui, mais ce cauchemar, cette peur qu'on vous prenne vos enfants, c'est parce que c'est déjà arrivé? Bien sûr. Il y a des cas où c'est déjà arrivé? Bien sûr. En France? Bien sûr. Et il n'y a pas si longtemps, nous, on est sur la rédaction d'une convention parentale. Ouais. Pour cadrer les visites, qui financent quoi, la santé, l'autorité parentale partagée, tout ça. Enfin, voilà. Avoir un petit contrat qui me permette d'inscrire mes enfants à l'école sans courir après le ci, le là, voilà. C'est une formule proposée par des avocats pour éviter de constamment saisir le JAF. Mais dans une séparation, le fait que la mère soit actrice, réalisatrice, productrice dans cette industrie normalement, du porno, ça ne devait pas rentrer en compte. Non. Et quand on avait du mal à s'entendre et que je disais à mon avocat, à un moment donné, on va peut-être saisir le JAF quand même, parce que c'est long,
Et donc, ça commençait à me peser un petit peu. J'avais l'impression qu'on confonde ma gentillesse avec de la bêtise, qu'en plus, on me brimait surtout, et ton travail de lit, parce que c'est tous les 3-4 matins, la pute. Et puis, les week-ends, machin. Et puis, donc, on me tombe dessus de tous les côtés, alors que je mets quand même en œuvre un peu un truc incroyable de te permettre de venir chez moi, et je m'en vais. Trouve une jeune maman qui accepte ça. Non. Moi, je te permets d'être un papa dans les meilleures conditions possibles. Donc, j'avais dit à mon avocat, saisis son JAF. Et il m'avait dit, madame, c'est qui tout double. Le JAF peut se dire que, oui, monsieur va avoir besoin qu'on lui tienne un petit peu la main dans sa paternité, donc il n'aura pas les enfants, mais il peut aussi se dire que madame, elle est quand même chelou, et qu'elle n'aura pas les enfants non plus. Et tout ce que vous allez gagner, c'est que vos 2 petites chéries vont me faire un tour par la DAS. Quand ton avocat te dit ça, tu n'endors plus. Ah ben bien sûr. Et tu te dis, ferme ta gueule. Attends qu'il accepte de signer cette foutue convention. Accepte à peu près tout, en fait. Et donc ça, c'est arrivé à d'autres. C'est arrivé à d'autres, bien sûr. Bien sûr. On leur a pris leurs enfants. Bien sûr. Ouais, donc parce toi, qu'on est encore dans une vision de la femme qui est hyper réductrice. Ouais. Et de par tes actions et de par tes prises de parole, justement, tu offres un autre visage à cette industrie du porno. Et j'espère. Après, je suis pas la seule. Nikita Bellucci, Anita Rover. Il y a vous êtes Diana Lawrence. Maintenant, il y a de plus en plus d'actrices qui revendiquent être mère de famille. Mais la différence, c'est que elles sont toutes en couple. Elles sont toutes mariées avec le papa. Oui. Toi, tu as cette particularité. Dans le cadre de la séparation, tout ce que tu as fait sera retenu contre toi. Donc, tout ça est encore en train d'être ajusté. Mais je suis certaine que voilà, vous allez trouver la bonne formule. En tout cas, c'est bien parti. Ouais. Tu m'as l'air, encore une fois, alignée avec tes choix, avec la villa que tu as construite à Bordeaux, avec tes 2 filles. On est bien. Proche de ta maman. Ouais. Et puis voilà, de tes racines, parce que là, pour le coup... oui, puis les amis, les repères, même géographiques. Non, mais c'est ça. C'est important, ouais. Autant en Belgique, t'étais perdue, autant là, t'as retrouvé les tiens, quoi. Puis je me suis réapproprié ma parentalité. Oui, là, c'est toi qui es aux commandes. Ouais, mes enfants, elles peuvent manger bio, elles sont végétariennes le soir, elles font de l'anglais, on a un abonnement piscine, tout ce qu'on ne faisait pas. Bah, bien sûr. Elles sortent quotidiennement, elles prennent l'air et vraiment de pouvoir mettre en œuvre tout ce dont elles ont besoin et tout ce qu'elles me demandent aussi pour pousser bien comme il faut. Moi, je trouve qu'on est beaucoup mieux comme ça, quoi. Ouais. Et puis, en plus, tu es en pleine, épiphanie de la quarantaine. Ouais. Et clairement, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Ouais, une sorte de buffet à volonté, là. Qu'est-ce que c'est cool. Écoute, merci infiniment, Émilie, en tout cas, d'être venue déposer tout ça ici aujourd'hui. Avec plaisir. Quelle que soit la suite, je te souhaite qu'elle soit alignée avec tes envies et tes besoins et tes désirs. Merci. Sur tous les plans. Voilà, on embrasse très fort France et Diane et tous ceux qui t'entourent. Merci. Merci beaucoup. Belle vie à toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Merci 1000 fois à Émilie d'être venue nous raconter son parcours et ses combats. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour un épisode surprise un peu spécial qui devrait notamment rappeler des souvenirs à toutes celles qui sont venues au Bliss Festival. Je ne vous en dis pas plus. Et d'ici là, pour rester dans le thème de l'histoire que vous venez d'entendre, foncez donc écouter notre autre podcast, Bliss Hot Stories, pour entendre des histoires de sexualité libre et sans filtre. Allez, moi je vous embrasse, prenez soin de vous et puis bien sûr, long live the bliss.